La chanson de geste, c'est le moyen de s'exprimer en chanson. Je veux dire qu'il y a des gens qui étaient payés pour écrire l'avenir d'une région, l'actualité, et ils passaient de château en château. On ne pouvait rien faire à un trouvère ou un troubadour. Il était hors camp. Il pouvait aller n'importe où, dans n'importe quelle tendance, et bien le trouvère passait, souvent il parlait en germain ou en roman, ça c'était d'après la région où il était, et il donnait des informations par le biais de la chanson. Ça c'est la chanson de geste en général. Il y a deux chansons de geste, c'est la chanson de geste de Charlemagne, les quatre fils Aymon par exemple, Tristan et Iseux. Alors, il y a une chanson de geste que l'on appelle la chanson de la croisade. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. C'est la chanson de la croisade, une chanson de la croisade, c'est-à-dire la légende de Mélusine. La légende de Mélusine. C'est très intéressant. Nous verrons encore une fois une partie historique, une partie symbolique, la partie philosophique et mi-historique, nous la verrons beaucoup plus tard. Le problème, c'est qu'avec l'histoire, la chanson de Mélusine, eh bien, il est très difficile de dater, de situer l'histoire de Mélusine à son époque. C'est très compliqué. Sinon que le premier recueil a été réalisé par un chanoine à la fin du XIVe siècle, un nommé Jean d'Arras. C'est la première version. On peut prétendre que Mélusine est née à l'époque de Charlemagne. Donc, avant l'an 1000, je prends ce parti, sans pouvoir prouver grand-chose, je prends ce parti parce que dans mes flammes de l'an 1000, j'en parle, il y a quelques pages qui seront consacrées à Mélusine. Donc, cette version dite définitive date de 1387 et elle a été réalisée pour le duc de Berry. Vous savez, il y a toutes ces magnifiques représentations, ces peintures, qui d'ailleurs sublimes, on représente le pays, ce sont des livres de référence. Ce sont des livres de référence. Le duc de Berry était l'oncle du duc d'Anjou, c'est tout de même pas par hasard. Bon, il y a une autre mention, ce n'est pas un livre, c'est une mention qui date de 1185, c'est-à-dire tout à la fin du XIIe siècle. Ce serait donc une reprise, un peu comme le Perceval le Gallois, c'est une reprise d'un texte, peut-être une chanson de geste d'un trouvère, c'est très possible. Mais là, on retrouve des rudiments, des extraits de ce qui deviendra, par après, la légende, la chanson de Mélusine. Alors on dit que c'est la légende, mais qu'à la bataille de Bouvines, il y a l'empereur d'Allemagne, Otton IV, qui a eu des problèmes, il a été vaincu à plat de couture, et c'est lui qui aurait composé cette légende de Mélusine. C'est un texte que j'ai vu il y a bien longtemps, non pas le texte de la légende, mais on prétend qu'après Bouvines, l'empereur d'Allemagne a rédigé ce texte. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est pas. Mais il doit y avoir une recherche à faire. Attention, il y a des souverains qui ont écrit de la musique. Il y a une sonate pour clavecin de Marie-Antoinette, par exemple. Henri VIII aussi a écrit une petite symphonie, je crois, des chansons. Marie-Antoinette en a écrit plusieurs. L'impératrice d'Autriche également, Marie-Thérèse d'Autriche, pardon, a également fait un recueil de chansons. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est certainement un compositeur, il y en avait, au service de ces souverains, qui a rédigé une petite chansonnette. Un jour, j'ai assisté à un concert de musique de chambre, mais c'est chez nous. On était Cassandre avant, j'ai fait venir quelques musiciens, une chanteuse d'ailleurs, que j'ai pu retrouver depuis, enfin ça c'est un détail. Eh bien, la soirée était consacrée aux compositions qui avaient été rédigées par des souverains. C'était très intéressant. Mais, encore une fois, sous la partition, il faut faire attention. Si vous avez des opéras comiques d'Offenbach, par exemple, vous verrez des noms un peu ridicules, comme Crémieux, par exemple, qui a écrit le livret, qu'il a adapté sur la musique. M. Crémieux, en question, était un membre de la noblesse, par exemple, très proche de Napoléon III. Et c'est le même qui écrivait les petits livrets en question. Vous voyez donc, ou bien on cache son nom,
ou bien tous les souverains, tous les portent à croire que d'autres composaient ces musiques. Donc ici, on serait, avec l'empereur Othon, eh bien, on a affaire à un personnage qui aurait écrit une partie de la légende. Je suis très ouvert, mais je voudrais tout de même rencontrer ça. Mélusine est d'origine provençale. Donc la légende, le personnage légendaire, est d'origine provençale. Ça, on en est certain. On a retrouvé également un Geoffroy d'Auxerre, qui aurait rédigé une légende. L'histoire est toujours la même. Alors, je parle au nom de Saint-Hilaire, ici, qui prétendait que Mélusine avait des origines mosanes. La région de Liège, tout ce qui descend, Malmedy, etc. Et il y a des preuves. Il y a des preuves de son existence, et notamment dans les environs de Malmedy, parce qu'elle est représentée d'une certaine façon. Et tout ça a été étudié parce que c'est assez complexe. Qui dit Liège, qui dit Malmedy, par exemple, veut dire empire, origine germanique. Donc pour terminer là, on aurait un personnage qui a été adapté, provençal adapté, mais qui aurait des origines purement germaniques, mosanes germaniques. Donc vous voyez que cette geste de la croisade peut devenir une chanson de geste qui provient de la Germanie. C'est important de faire cette étude. Alors, que raconte l'histoire de Mélusine? Eh bien, comme toutes les légendes, ça commence généralement très bien. Sigefroy. Sigefroy est un seigneur luxembourgeois, dit-on. Luxembourgeois, germanique, oui, mais on précise luxembourgeois, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Sigefroy est un seigneur du Luxembourg, mais qui est complètement désargenté. La caisse est vide, ratiboisée. Et puis il chasse, parce qu'il aime bien la chasse, et il se trouve dans un parc, un morceau de forêt, mais qui a été, on y a un petit peu travaillé, probablement des moines. Il y a là une source, et il y a également une grotte. Cette source sort de la grotte. Imaginez-vous qu'avec le début de cette légende, on a tous les ingrédients pour créer des apparitions. Et comme on en parle à l'époque des croisades. Et ça n'a pas changé à Lourdes, le système elle-même, il y a Beauvais aussi. Donc on a les ingrédients qu'il nous faut pour avoir une apparition. L'apparition aura lieu, j'imagine, puisqu'il s'agit d'une fée. La fée Mélusine va apparaître au bord de cette source. La fée Mélusine, elle pleure. Et Sigefroy, plutôt, c'est le même. Sigefroy, eh bien, il lui demande: d'où viens-tu? Elle ne veut pas répondre. Elle pleure. As-tu souffert? Elle pleure encore. Elle ne dit pas son nom, parce que probablement elle ne le connaissait pas. Ça ne vous fait pas penser à une autre légende qui commence de la même façon. Et tous les ingrédients y sont. C'est Péléas et Mélisande de Materlin. Elle commence exactement de la même façon. Mélisande, c'est Mélusine. Mais Maeterlinck a eu l'idée, qui était plus provençale que chez nous, Maeterlinck a eu l'idée de transposer, a repris cette légende, on a un peu changé les noms, et l'histoire disparaît après ceci. Mais c'est le début de Péléas et Mélisande. La scène est exactement la même. Le personnage qui se perd dans les bois, c'est Golo, et il va épouser également Mélisande. Mais là, ça va tourner mal d'une autre façon. Alors, Mélusine est donc une fée. Les fées ont énormément d'importance dans la geste des croisades. C'est à partir de ce moment-là qu'on va se rendre compte que les fées existent vraiment. Avant ça, ce sont des monstres, etc., des sorcières. Mais nous, on a affaire à un autre monde. Ici, on parle de fées. Mélusine, elle a deux sœurs. L'une s'appelle Mélias et l'autre Palatine. Ce qui veut dire que Mélusine, Mélias, Palatine, ce sont les trois vierges. Vous avez déjà entendu ce nom-là. On repart au Luxembourg. Sur d'autres terres, trois vierges existent. Trois vierges qui ont un rapport avec la fée Mélusine, mais qui deviendront les trois piliers de l'Église. Ça, c'est important. Donc, c'est une récupération de cette histoire de trois fées
par des vertus de l'Église. C'est pour ça qu'il y a une ville de 3 vierges au Luxembourg. On devrait une fois aller à 3 vierges. Ça peut être intéressant. Donc, on a les filles de la fée également. Il ne faut pas discuter, les vierges, mais là, les filles. Hein. Les fées, ça peut tout faire. Elle a donc des filles. L'une s'appelle Précine, hein, qui va épouser Élinas, qui est un roi d'Albanie. On le dit roi d'Albanie, et puis en réalité, eh bien, ce personnage aurait été un roi d'Écosse. L'Albanie, c'était l'Écosse. Hein. Ce n'est non pas un roi d'Écosse, mais c'est un roi d'Albanie. Donc voilà pour le personnage en question. Et il l'a vu, Mélusine, au bord de cet étang qui pleurait, et Sigefroid en tombe amoureux. C'est le coup de foudre. Et puis elle ne dit pas non, comme elle est fée, elle peut réaliser tous les vœux de son futur compagnon. Évidemment, elle est très riche. Pourquoi? Parce qu'elle transforme tout, hein, en pierres précieuses, en or, et Sigefroid, lui, il n'est pas très riche. Elle va acheter pour lui des châteaux, et il va hériter de toutes ces richesses. Seulement, comme une autre chanson de Geste Miquel, qui, elle, est de Charlemagne, il y aura toujours une condition. Rappelez-vous, le chevalier au cygne, la condition, c'est que, comment elle s'appelle encore, Elsa, la future, ne peut pas poser de question quant à son origine. Une fois que la femme pose une question, elle disparaît pour toujours. Ici, on a exactement le même problème. C'est cadré autrement, mais on a le même problème. Il y aurait une curiosité. Elle dira à son époux, Sigefroid, on s'épouse, on s'aime bien, on se marie, on s'aime bien, mais le samedi, tu me laisses. Je ne veux pas te rencontrer le samedi, mais tu dois surtout ne pas chercher à me voir. C'est dur pour un samedi. Enfin voilà, ce sont les conditions au départ, pas de question. La suite deviendra très simple, c'est que le Sigefroid en question, il n'y a pas que les femmes qui sont curieuses, il est très curieux de voir ce qui se passe dans cette chambre. Elle se réfugie dans sa chambre, à condition que de sa chambre, elle n'aille pas ailleurs, mais il ne pense pas, parce qu'il entend des bruits quand il passe. Et que se passe-t-il? Eh bien, la clé a été retirée de la serrure, hein. Il regarde dans la serrure et il aperçoit son épouse, la fée. Hein. Elle a toujours l'attitude, elle est toujours représentée par le corps d'une femme, mais le bas du corps, eh bien, c'est un immense serpent. Et elle prend sa toilette dans une sorte de baquet. Hein. Elle a les ailes de chauve-souris. Et dans la gueule, cet animal a une clé. C'est la clé qui devait se trouver sur la serrure. Alors l'homme, il regarde par cette serrure, il voit une singe innommable. Hein, il est triste, contrarié, parce qu'il demande ce que c'est. Et du fait qu'il a regardé par la serrure, il est puni. Mélusine casse tout ce qu'il y a dans le château et elle s'envole, il ne la reverra plus jamais. Adieu le fric, les diamants, etc. Il est de nouveau comme il était, avant son mariage. Voilà cette histoire de Mélusine. Cette histoire de Mélusine qui est très importante dans le domaine de la symbolique. Il y a tout un côté philosophique, hein, qui est important. On peut parler de l'histoire des croisades par le biais de... On peut localiser des personnages par le biais de cette légende. C'est un autre travail, mais qu'on fera un jour. Donc, le thème, ce serait l'alliance. Au fond, l'alliance est une région germanique, l'alliance entre les Germains et les Celtiques, par la présence de Mélusine. Les envahisseurs germains, qui sont le clan où l'affaire se déroule, où la légende se déroule, Germains et Francs sont représentés par Sigefroid. Sigefroid peut être pris pour Sigebert, hein, le Franc qui a été assassiné, le sans elle-même. Hein, le sans elle-même. Certains ont prétendu qu'il s'agissait de Siegfried. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il faudrait venir avec un autre travail. Les Germains n'auraient jamais accepté qu'un des leurs périsse de cette façon-là. Seulement, Sigebert a été assassiné. Et on pense qu'il s'agirait de Sigebert, le franc germanique et franc. Bon, disons que c'est un peu la même chose à cette époque-là. Le personnage de Mélusine est donc une mise en garde, comme tout ce que nous voyons dans les églises romanes. C'est un monstre.
Mélusine, on ne peut pas mieux choisir. Donc, un avertissement, et c'est en même temps une mise en garde pour protéger l'enseignement celtique, étant donné que qui a été condamné là-dedans? Eh bien, ce sont les Germains. Et c'est une voie, c'est un conseil pour toujours. Il faut préserver cet enseignement celtique qui est celui de Mélusine. Mélusine qui nous vient du nord. Et nous vient de la région où les Scots vont débarquer chez nous. Donc, Mélusine est celtique. Si je crois, c'est germanique. Donc, c'est en quelque sorte un refus des Germains d'épouser tout ce qui est celtique. Ça, c'est un peu le résumé de toute cette histoire. Il se peut, cette épouse qui se transforme en dragon, c'est intéressant aussi. Sigebert est un profane. Sigebert n'a pas respecté la symbolique celtique. Il s'est permis d'aller regarder, mais il ne pouvait pas mettre son nez, plutôt son œil. Hein? C'est encore ça. Donc c'est un désaccord entre les Germains et ceux qui sont d'origine celtique, Écosse, Angleterre et Irlande. Voilà, dans le fond, le résumé en quelque sorte. Mais l'histoire ne se termine pas là. Dans toute l'histoire, il y a un symbole, j'ai essayé de vous en parler, mais il y a l'emploi de ce symbole, qui lui sera très riche. Et ça va vous démontrer que nous sommes ici dans la geste des croisades, parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler de croisés. Le plus ancien sceau, parce qu'évidemment, cette histoire de Mélusine, on va l'exploiter au Luxembourg, une petite partie de l'Allemagne, en tenant compte que l'Allemagne arrivait bien à cette époque-là dans le Luxembourg et en Ardennes. Il y a cette représentation d'un sceau au Luxembourg qui représente la fée Mélusine. C'est dire qu'on a exploité l'histoire. Et le premier sceau doit dater tout à la fin du XIIIe siècle, disons 1300. Le premier sceau que l'on va rencontrer, qui représente Mélusine, existera au Luxembourg. Ça, c'est intéressant. Que représente? Eh bien, c'est une Mélusine en cimier. Vous savez, ils avaient tous des casques, et les chevaliers teutoniques étaient d'ailleurs célèbres, très forts là-dedans. Ils ont chacun un cimier qui représente leur appartenance à un clan, ou un cimier qui peut prétendre qu'ils sont descendants d'eux. Il était très à la mode de prétendre que la famille descendait d'une fée. Ça, c'était le summum. On était bien placé et bien considéré. On a inventé des tas de choses, mais n'empêche. C'est très important de savoir ça. Donc, on va choisir l'élite de la noblesse. Ce seront des gens qui pourront se prétendre descendants d'un personnage sacré ou bien des fées. Charlemagne, par exemple, eh bien, il est représenté dans des arbres généalogiques, des soldats de Sainte-Gertrude, etc. Il y a tout un arbre généalogique avec des saints, des saints et des saintes. Ça, c'est pour dire, c'est moi le patron, religieusement parlant. Et c'est depuis cette époque que les empereurs d'Allemagne, on devait leur présenter le pape, parfois ils n'étaient pas d'accord. C'est une des raisons. Bon, Mélusine en cimier. Le comte de Luxembourg a cette représentation, nous la verrons tout à l'heure. Qui dit cimier, qui dit Mélusine, dit croisade. Et ici, on y vient. Pourquoi? Croisade qui démarre chez nous. Une des croisades est partie de Bruges. Qui démarre de chez nous? Non, ce n'est pas du tout vrai. Les Anglais avaient rendez-vous à Bruges pour partir en Palestine, notamment. Bruges était donc une voie importante de rassemblement pour partir en Palestine. Alors il fallait tout de même arranger tout cela. Il fallait arranger tout cela parce que ça passait très mal. Comment allons-nous donner une valeur à Bruges? C'est pas difficile du tout, le 500. Alors on parle de 500, les gens qui vont devoir partir en Palestine, on leur montre cela, c'est fantastique. Il y en a qui viennent à Bruges, qui ne vont pas en Palestine non plus. Ce 500 est quelque chose, est une idée fabuleuse. Il y en a beaucoup qui peuvent se rhabiller maintenant, ils sont à la tête de société. Ça, c'est fabuleux. Il y a même une église qui a été créée à Bruges, l'église de Jérusalem, on ne peut pas mieux faire. Et donc, un départ, une réunion, qui démarre en direction du Luxembourg, et puis qui dévie. Pourquoi la route n'est pas droite? Parce qu'il faut prendre des hommes en cours de route. On ne part pas seul en croisade, et ça fait beaucoup de monde à un moment.
Donc, départ de Bruges. Bruges est donc important. Et un jour, je me trouve à Bruges, c'était fête, il y avait le drapeau flamand, le drapeau belge, l'Europe, le fanion de Bruges, et tout au bout, le lion de Luxembourg. Et je trouve ça très drôle. Couronné. Mais il n'avait pas de Mélusine en cime. Je dis, c'est curieux ça. Un rappel de croisade qui se trouvait à Bruges. J'ai un guide à Bruges, c'était amusant. Il disait que la nomistique a été évoluée en 1943. Mais il était très gentil. Et je lui dis, comment ça se fait qu'il y a un drapeau luxembourgeois? J'avais la solution, c'était méchant. Pourquoi il y a un drapeau luxembourgeois en Bruges? Je n'ai pas dit. Mais il doit y avoir une raison, ce Luxembourg, ce type s'est trompé, il ne sait plus ce qu'il fait. Voilà la réponse que j'ai eue. Mais le type qui a mis ce drapeau, c'est un as. Hein. Celui qui a inventé le système, plutôt, c'est un as, hein, il connaît son histoire. Hein. Donc, le cimier deviendra Mélusine, et on le retrouvera chez Henri VII, qui est comte de Luxembourg. Henri VII, comte de Luxembourg, un peu avant la fin des Templiers. Un peu avant la fin du Templier, Henri VII qui deviendra, mais pas tout à fait légalement, empereur d'Allemagne. Il est aussi désargenté. Empereur d'Allemagne, il va recevoir de l'argent des Templiers, le trésor, entre guillemets. Il maîtrisera un petit peu cet argent, et l'argent a disparu. Il aura de très grands problèmes parce qu'il sera empoisonné par le pape d'Avignon, il sera empereur d'ailleurs très peu de temps. Et il aura Mélusine donc en cimier. Mélusine, le drapeau du Luxembourg est blanc et bleu d'ailleurs, hein, ce qui est un symbole de virginité. Le bleu et blanc, c'est aussi important ça. Hein. Est-ce qu'on a un rapport avec Mélusine? Peut-être. Le Luxembourg va adopter le lion d'ailleurs également, hein, et le lion ici rappellera l'emblème de l'Écosse. Donc vous voyez que ces légendes ont énormément d'importance dans le système. On ne faut pas oublier la légende. Ce lion écossais, c'est une tradition celtique aussi. Donc on a deux traditions l'une en face de l'autre, germanique et celtique. Je crois qu'il n'y a jamais eu de mythologie germanique. C'est faux, vous devez condamner ça absolument. Il n'y a pas de mythologie germanique. On a inventé un peu n'importe quoi. C'est surtout à la fin, après le milieu du 19e siècle, qu'on a inventé des légendes germaniques, Nietzsche, Wagner, tous ces gens-là. Évidemment, il y a des malins pendant la guerre qui ont adopté tout ça. Ils l'ont fait d'une façon assez maladroite, mais n'empêche, on en a reparlé, mais d'une autre façon. Il n'y a pas de mythologie germanique. Les personnages que vous rencontrez sont des personnages de chez nous. Curieux, hein? Tous ces personnages, Lohengrin, Siegfried, Nibelung, tout ça c'est de chez nous. Mais ont été adaptés. Wagner a donné, lui, une autre mesure, il a apporté énormément de choses, mais il a localisé ça. Lui est honnête. Quand il situe Lohengrin, eh bien c'est chez nous, hein, dans l'Escaut, au-dessus d'Anvers. Hein. Et lui l'a respecté dans ses notes, dans ses petites notes. Hein, si vous avez un livret ancien des 1900 qui parle de la mise en scène de Lohengrin, eh bien, ça se passe à Anvers. C'est la seule fois que je l'ai rencontré, mais écrit honnêtement. Et donc, il n'y a pas de mythologie germanique. C'est une chose, il y a comme ça trois éléments. Pas d'arabe en Espagne. Il faut oublier ça aussi, hein, vous allez faire sortir les Espagnols. Je ne sais pas ce qu'on dit là-bas, mais eux connaissent leur histoire. Ils sont tous des musulmans, mais pas des arabes. Hein. Mais c'est courant qu'on dit ça. Hein. Et vous les flattez par la même occasion. Vous les flattez, parce que les arabes, c'est quelque chose. On dit des morts. Des morts, des Sarrasins, des Africains. Oui. Mais ce ne sont pas des Espagnols, hein, ni des Arabes. Hein. D'ailleurs, les Arabes n'avaient pas les moyens de... Donc, cette représentation symbolique a énormément d'importance. Il y a Madame Guesquière qui me montre un blason où il y a chevron, c'est Hainaut. Hein. Même s'il y a quelques siècles avant, c'est toujours Hainaut. Donc, ce sont des traces. Alors, on rencontre des familles qui revendiquent leur descendance de la fée Mélusine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a mis cette descendance en évidence. Il faut se replacer à l'époque des croisades. L'époque des croisades, il faut envoyer d'abord un éclaireur. Un éclaireur, parce que ça s'est fait, hein, tout cela. C'est le comte de Flandre, il est plus son, mais il devait être âgé. Il avait plus de 80 ans, on dit dans les chroniques. Il a été là-bas, en Palestine, comme éclaireur, avec ses troupes, avec tout, gentiment.
Il a été voir ce qui se passait sur place. Il a interrogé des gens de là-bas. Vous savez qu'on attendait les Français, hein, on les appelait les Francs, on les attendait hein, là-bas en Palestine. La Palestine, Jérusalem, est une ville typiquement religieuse. Il y avait des rues avec qui comptaient tous les noms des saints. Hein. On ne dit pas ça non plus. Hein. Alors, il est revenu, le comte de Flandre, et il a dit par là, bon, on mange bien, il y a des femmes, etc. Enfin, il en a quand même parlé. Et bon, on savait ce qui nous attendait sur place. Alors, on va partir, on va s'organiser cette magnifique épopée. Jérusalem, bon, il y en a beaucoup qui ont foiré, mais la première, il fallait montrer que les gens, que les Francs étaient des nobles, qu'on ne savait rien leur reprocher. On avait ici les plus belles familles, dont les trois les plus importantes, les descendants de Mélusine, les descendants du chevalier aussi, ce sont et les Capétiens. Ça, c'est une autre branche où ils n'ont pas proposé de légende, mais ils avaient la force, les Capétiens. Alors, on remarque dans la noblesse de la croisade, ceux qui vont partir, eh bien, c'est pas difficile. On a fait une descendance à Mélusine, qui est la famille de Luxembourg, qui sont partis en croisade, tout le monde s'est rencontré à un endroit. Et le descendant du chevalier aussi, eh bien, c'était Geoffroy de Boulogne, qu'on appelle Godefroy de Bouillon. Et Godefroy de Bouillon, également, pouvait prétendre une descendance à Mélusine et à Lohengrin, au chevalier aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que la mère de Geoffroy de Boulogne, c'était Ide d'Ardenne, qui, elle, avait dans son écu, elle avait la représentation, la maison de Luxembourg. Donc, deux fois, Geoffroy de Boulogne qui a eu beaucoup de mal à partir. Il ne faut pas oublier qu'il était excommunié, ce que le pape n'aime pas en général. Et s'il est parti, on lui a dit, oui, mais d'accord, vous partez, la force est avec vous. D'ailleurs, il avait le titre de duc, dux. La force est avec vous, vous partez, mais ne jamais mettre les pieds dans les endroits saints de Jérusalem. Vous restez humble. Et quand on dit que notre ami Godefroy était premier roi de Jérusalem, etc., par humilité, il n'a pas pris de tout ça, c'est de la vaste blague, c'est du 19e siècle. Donc on voit un homme qui part, qui est très puissant par sa généalogie, qui est à la fois membre, descendant de la famille de Mélusine et du chevalier aussi, d'où son importance. Il tenait peut-être son épée de la main gauche, on ne va pas discuter, mais c'est une importance unique. Voilà quel est le rapport entre les croisades et le chevalier aussi, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mélusine. Alors, il y a des prophéties existent, où on parle de Mélusine. Une famille française qui s'appelait les Lusignans, qui avait des terres en Poitou, qui avait des terres en Chypre. Lusignan avait des grandes possessions dans la ville de Bruges, encore un rapport à Mélusine. Eh bien, d'ailleurs, Lusignan, Mélusine, on peut s'y retrouver. Et il y a une prophétie, je crois que c'est Geoffroy de Monmouth qui a écrit que seul le trône du roi de Jérusalem sera occupé par un membre de la famille de Lusignan. Vous voyez d'ici ce que ça a donné. Donc les Lusignans ont été, à un certain moment, rois de Jérusalem, qui est un titre qui aura énormément d'importance. Le roi de Jérusalem, il a priorité sur tout. Charles de Lorraine, par exemple, était roi de Jérusalem, et il avait plus d'importance que son beau-frère qui est empereur d'Allemagne. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est le dernier roi de Jérusalem. Attention, ce titre était honorifique. Roi de Jérusalem, c'était déjà pas mal, mais le titre était honorifique. C'est vieux, Oui. C'est pas si vieux. Mais il y a une chose assez extraordinaire. Mais ça, bon, c'est une... Non, c'est pas une parenthèse, il faut en parler. Charles de Lorraine avait... au milieu du XVIIIe siècle, il y avait le titre de roi de Jérusalem, bien sûr. Seulement, on a collé le même titre à Godefroy de Bouillon. Premier roi de Jérusalem. Ce qui est tout à fait faux, mais bon. On va un peu jouer sur le chauvinisme. Mais n'empêche, la statue de Charles de Lorraine se trouvait en plein milieu de la place royale. Et quand on l'a enlevé, on l'a remplacé par Godefroy de Bouillon. C'est drôle l'histoire. Donc, vous dire que tout cela, les Lusignans avaient l'île de Chypre également. Ils avaient l'île de Chypre. Donc c'est une famille très puissante,
Si vous allez à Lusignan, c'est sur la route de Compostelle, bien, non, c'est sur la route du retour de Compostelle, mais il y a des mélusines à tous les coins de rue, les porte-clés, etc. Tout est mélusine là-bas. Donc, le sceau du Luxembourg représentait une femme avec une queue de serpent et des ailes de chauve-souris. C'était la représentation du blason, le premier blason du Luxembourg. Attention, ce n'est pas une sirène, hein. Vous oubliez le mot sirène, puisque c'est une fée, ce n'est pas une sirène. Quoiqu'elle ait l'allure d'une sirène, mais enfin, on va dire c'est tout différent. Donc, la fée peut se métamorphoser et faire le même exercice avec d'autres, étant donné que Mélusine est fée. Et c'est ce qu'elle a fait, elle s'est transformée en dragon. Tout ça a laissé des traces, et nous verrons cela, dans l'histoire du Luxembourg. Je vous l'ai dit, le cimier, nous en verrons tout à l'heure, qui représente. Ne confondez pas donc Échidnée, qui est la mère des monstres, avec Mélusine. Maintenant, vous oubliez la mère des monstres, qui est Échidnée, mais qui, elle, est représentée avec deux queues de serpent. C'est la mère des monstres, elle montre même, impudiquement, elle montre son sexe. Vous faites la photo, vous avez Échidnée. Quand vous verrez une représentation d'une sirène avec une queue de serpent, il y a des chances que ce soit Mélusine. Si vous rencontrez cette sirène, ce demi-monstre, avec un miroir dans les mains, eh bien, là, c'est Mélusine, il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle se mire dans un miroir. C'est vraiment la différence qu'il faut faire entre les deux. Il y a une représentation, je ne l'ai pas, mais je l'apporterai la fois prochaine. Il y a une représentation d'un homme qui a une coiffe d'Indien. Il a des étoiles autour de lui, vous devez connaître, on a d'ailleurs dit que c'est un sceau templier, que les templiers avaient été chez les Indiens. Enfin, c'est un détail. C'est ce qu'on appelle un panté. Je vous apporterai ça la fois prochaine. C'est assez très curieux, c'est une sorte de petit monstre, c'est une tête de coq, un petit homme. C'est très curieux. Je vous l'apporterai la fois passée, excusez-moi, je l'ai oublié aujourd'hui. Panté vient de théos, Dieu. En grec. Donc, le théos en question, le panté, eh bien, c'était, dit-on, c'est de Malieu qui a dit ça, c'est un rappel de l'histoire des Templiers, c'est une tête d'Indien, etc. C'est une amulette. Je dis ceux qui possédaient ça. Enfin, c'est une petite réunion très condensée des religions qui étaient jadis à l'Antiquité, des différentes religions. Il y a même des étoiles, etc. Vous n'avez jamais vu ça. Mais je vais l'apporter en diapositive. Donc, je vous l'ai dit, l'histoire de ces fées, geste de la croisade. Les fées vont apparaître, le mot va apparaître à l'époque de Charlemagne. C'est à partir de ce moment-là qu'on va en expliquer. Les fées sont les fatas, les fatas du forum, les parcs qui annoncent l'avenir, les parcs également, les normes chez les Germains. Ce sont les normes. Ce sont les femmes qui tissent, et au moment où elles aperçoivent la mort d'un personnage ou une catastrophe, eh bien, la corde se brise. Elle ne peut plus prophétiser, ça passe au suivant, la suivante qui va prophétiser. C'est typiquement germain, ça. C'est typiquement germain. Donc, elle tisse, elle parle donc des malheurs qui vont se succéder. Alors, il y a cette fée celte, cette fée celtique, qui, elle, est également une messagère, mais elle a le pouvoir, par ses métamorphoses, elle a le pouvoir d'annoncer la présence d'un autre monde. Vous voyez que c'est très différent, ici, chez les Celtes, elle va prévoir un autre monde. Elle a le droit de punir, ça vous l'avez deviné, elle a le droit également de récompenser. Ce qui est arrivé avec Sichefroy, il a eu une magnifique récompense, et là, après, ça a mal tourné. Or, pour revenir à la symbolique de Mélusine, dans le fond, Mélusine, c'est la sirène, mais avant, c'est le premier stade de la transformation. Il est possible qu'avant cette première transformation en sirène, bien, elle était une jeune fille comme tout le monde. Elle aurait peut-être fait peur à Sichefroy, si elle s'était présentée, on n'en parle jamais, s'était présentée en sirène, avec un miroir. C'est possible. Donc il y aurait déjà là une transformation.
C'est une jolie fille, peut-être trop belle, c'est ça qui est dangereux, et qui a ce que possède une jolie fille jusqu'à hauteur du nombril. C'est donc le haut du corps qui représente une jeune fille. Le reste est déjà transformé une fois. Et puis le dragon, là, ça sera la très grande transformation. La représentation, vous allez la voir, elle se baigne dans un baquet, et c'est là qu'aura lieu la transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Certains ont peut-être prétendu, mais ça doit s'étudier, que Mélusine aurait été influencé par la représentation gallo-romaine de ce fameux cavalier à l'ambipède, comme on voit dans les musées. Puisque là, on a un cavalier, le corps se termine par une queue de sirène, de gros poissons, par exemple. On a parlé de cela pour Saint-Martin également. Je termine par de l'étymologie celtique. Je vais vous les indiquer, je vais vous les imprimer, parce que ça mérite de le savoir. En celte, mellessourine. Mellessourine veut dire se regarder dans un miroir. Il y a tout de même une ressemblance. Mais je vais vous imprimer. On a pecten. Pecten qui veut dire le peigne. Le peigne. Parce que Mélusine, en principe, eh bien, elle se mire et elle se peigne en même temps. Donc c'est le premier stade avant la grande transformation. Il est curieux de constater qu'en celte, le pecten était la coquille Saint-Jacques. Il pourrait donc y avoir une nouvelle fois un rapport entre l'appellation celtique d'un miroir et la coquille Saint-Jacques. Donc toujours en basant sur les racines. Mengleusine, M-E-N, Mengleusine signifie creuser un souterrain. Ça, c'est encore dans le domaine de l'étymologie, parce que le fait de creuser ce souterrain, on peut placer ça. Alors, on peut dire que c'est le creusement d'une mine aussi. Une mine qui aurait un rapport, pensez à Blanche-Neige et les Sept Nains, un rapport avec l'extraction de l'or, des pierres précieuses. Alors, Merc, M-E-R-C, c'est une femme en celte. Ce sont toutes des racines qui peuvent éventuellement nous aider. On retrouve l'élément de l'eau dans l'histoire de Mélusine, et plusieurs fois, c'est-à-dire sirène, jusqu'à l'histoire où devant un lac, elle va rencontrer Sichefroid. Donc, un petit peu comme dans le Chevalier aussi, il y a une importance de l'eau. Elle a un anneau, mais disons que l'histoire est plus complexe. Elle a un anneau dans les mains, l'anneau tombe dans le lac. Il y a tout dans. Mais Maeterlinck reprend ça dans beaucoup plus de détails. Cet anneau qui tombe, son mari, son Sichefroid, revient, t'as donné ton anneau, il va la tuer, c'est une sombre histoire. Mais il y a plus de détails, Maeterlinck a été voir, beaucoup plus de détails, parce que c'est un homme qui était très précis. Donc il n'est plus dans la mode du tout, mais il était très précis dans ses recherches. Il allait puiser dans des légendes qui se déroulaient en Normandie, là, la ville de Junier, je ne sais pas, il était là-bas tout autour, il prenait des notes. Donc ce que Maeterlinck a écrit, même si c'est plus à la mode, eh bien c'est toujours très précis. Et pour ma part, il s'est inspiré de la légende de Mélusine, il était voir un petit peu partout comment ça se passait. Parce que juste un homme qui n'inventait rien, mais il a été interprété par Claude Debussy dans Péléas et Mélisande, qui n'est pas plus complet, mais on ressent mieux l'histoire de Mélusine. Enfin, il faut aimer Debussy, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On va retrouver donc les... Oui, moi je dis Péléas, j'adore, je les vois ça tous les jours. De toute façon, c'est autre chose. On retrouve dans le personnage de Mélusine, et ça c'est pour terminer, on retrouve les 4 éléments, à nouveau, les 4 éléments qui sont près de nous, qui nous entourent. L'eau sera présentée par la sirène. Pensez eau, vous pensez sirène. Eau, sirène, Verseau, Matthieu. C'est donc la démarche, par la symbolique d'une légende, c'est la démarche qu'il faut obligatoirement faire. Nous avons la terre. Nous avons la terre qui sera représentée par ce serpent qui rampe sur la terre.
La terre, c'est le bœuf. L'exemple du tétramorphe, et le bœuf, c'est Saint Luc. On continue, nous avons l'air, puisqu'elle a des ailes de chauve-souris. Donc elle vole dans les airs, eh bien, l'aigle représentera le vol, et ce sera Saint Jean. Et nous avons, pour terminer, le feu, qui est représenté par le dragon dans l'histoire de Mélusine, le feu qui correspond au lion dans le tétramorphe qui représente Saint Marc. On a donc ici une légende où les personnages, non plutôt la transformation du personnage principal, se serait basée sur les 4 éléments qui nous entourent. Vous imaginez comme c'est lourd en symbolique, hein, et vous avez pourtant une petite légende, hein, une fée qui se transforme en dragon et qui disparaît. Si je dois vous raconter un jour Blanche-Neige, je vous raconter de la même façon. Hein. C'est pas cette puissance ésotérique terrible, Blanche-Neige et les 7 nains. Ah oui, ces auteurs étaient initiés, ils savaient ce qu'ils présentaient, le charentais, c'est la même chose. Voilà un dessin qui est très vieux, qui représente le mariage, hein, entre Mélusine et Sigefroid. Ceux qui sont devant doivent remarquer quelque chose d'intéressant. On a déjà représenté lors des noces de Sigefroid, il y a déjà un petit dragon ici qui veille. Curieux, hein? Enfin bon, je ne connaissais pas là-bas, donc voilà Mélusine. Alors voilà la scène qui prépare le désastre, hein, parce qu'elle n'a pas encore ses ailes de chauve-souris. Hein. Et lui n'a pas encore regardé. Et lui, il se dit, regarderai-je ou ne regarderai-je pas? C'est très ancien. Hein, ça, ce sont des voix en principe. Oui, c'est le... Hein, c'est très haut. Hein. C'est mieux, ça. Voilà l'animal. Eh bien, c'est le cimier des Luxembourg. Hein. Oui. Hein. On plaçait ceci sur le casque, et en principe, vous êtes capable de donner les preuves que vous étiez descendant direct de la famille de Mélusine. C'était ça le but. Là, c'est vraiment pas beau. Hein. Voilà. Voilà le blason, le sceau de la famille de Luxembourg. Et là, tout en haut, eh bien, il y a un petit dragon. Il faut savoir que c'est Mélusine, il faut connaître l'histoire. Hein. Parce qu'il y a une bonne question à poser, c'est comment ça se fait qu'il y a un dragon sur le casque du cavalier. Là, je serais quand même curieux de ce qu'on va raconter. Hein. On a les 2 couleurs, non? Blanc-bleu. Hein, eh bien, ce drapeau, je l'ai trouvé à Bruges, ou la Grande Place. C'est curieux, hein? Ah! Nouvelle étape, mais c'est pas encore la dernière. Hein? Donc, dans son épée, on dit toutes ces rures, hein, ça peut être adapté après. Quoique, l'adaptation a été très bien faite alors. Et on a la jolie Mélusine, qui est dans son baquet. Voilà la fin de la transformation. Hein, Sigefroid aperçoit que son épouse, le samedi, se transforme en serpent, avec les ailes de dragon. Et on ne voit pas ici qu'elle a la clé en bouche. C'est pas souvent, mais normalement, on doit la représenter. C'est pas souvent. Alors là, le serpent s'envole. Hein. Elle sort du château. Ça peut être en plein été. C'est son départ. Où va-t-elle? Là, toute la question. Où va-t-elle, Mélusine? Alors voilà la représentation la plus intéressante au Luxembourg, c'est que la Notre-Dame de Luxembourg, que vous connaissez, vous ne pouvez pas vous y tromper. Notre-Dame de Luxembourg aura toujours en dessous du sceptre une clé. Quand vous voyez une Notre-Dame avec une clé, c'est Notre-Dame de Luxembourg, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, toujours avec se basant sur l'histoire de Mélusine. C'est la fameuse clé que Mélusine doit
Ah voilà, dans la bouche. Ah, c'est... Voilà une représentation. Oh là, qu'est-ce que je ferais? Une représentation de Mélusine avec son miroir. C'est la grande différence également qu'il y a avec Echidna, qui est un monstre, mais qui n'a pas besoin de miroir. Hein. Ah oui, elle est bien enchée, mais c'était l'amour. Voilà, ça c'est une miséricorde dans les stalles. Là, elle a une queue de poisson. Oui, mais elle a son miroir. Hein. La grande différence, c'est qu'elle se mise. Dans le fond, on abat ceci, et le chanoine peut s'asseoir. Seulement, parfois, je vais dans certaines églises, on ne peut pas passer dans le chœur. Hein. Bien souvent, il y a de très belles stalles, et ces stalles, en principe, ont une suite logique dans une histoire. Hein. Oui. Voilà une très belle présentation. Couleur. Hein. L'homme est effrayé, hein, Sigebert, il est effrayé. Ici, la queue de serpent est très petite. Donc, c'est fait beaucoup plus, c'est plus recherché. Hein. Vous voyez, le sens est toujours le même, on respecte toujours. Probablement que c'est une fille qui a existé, qui a voulu poser, mais elle a dit pas tous ces trucs autour de moi, et délicatement, le peintre a... Non, mais ça pouvait arriver, hein. Alors voilà ce fameux château, Oui. à Queric, Luxembourg, fameux château où on prétend hein, que Mélusine y habitait avec son mari, et qu'avec les ailes de dragon et tout le reste, eh bien, elle est sortie du donjon, ce qui pouvait passer. C'est à Queric dans Luxembourg. Ce qu'il faudrait faire, c'est un travail, il faudrait retrouver la constellation principale qui a permis de construire ce château. Ça serait peut-être intéressant. Reprendre le château à vol d'oiseau, prendre les tours des châteaux, des principaux coins, les pointer, et ça va ressembler en principe à une constellation. C'est curieux de savoir quelle est la constellation qui correspond au château de Queric, sachant que Mélusine y habitait. Ah voilà, un peu plus tard, on voit le château est complètement en ruine. Hein. Alors voilà Bruges, c'est la fin. Ouais. Bruges a donc un rapport avec la croisade, 500, etc. Et nous avons une église de Jérusalem, hein, qui se trouve dans la rue principale, le chemin des croisés vers la Palestine. C'est une question d'orientation. Là, il n'y a pas de coq. Hein, il n'y a pas de coq. Il y a un soleil et la lune. Et ici, tout au-dessus, à certaines fêtes, eh bien, le prêtre ou les prêtres baladaient les reliques. Et tout le monde se trouvait autour de l'église. Et la relique de Saint-Cyr, par exemple, Saint-Cyr, Saint-Cyrus, et tout le monde s'agenouillait, ou bien entamait Saint-Cyr, priez pour nous. Non, je me trompe, excusez-moi. On passait la relique de Saint-Martin, par exemple, hein, le peuple s'agenouillait, le prêtre disait Saint-Martin, et le peuple entonnait, priez pour nous. Et ça se faisait comme ça tout un dimanche matin. Ça, c'est donc un centre. Et à l'intérieur, on devrait retourner un jour, à l'intérieur, il y a une crypte où on a reproduit le tombeau de Jésus, mètre près. Tout a été calculé. Et c'est grâce à un docteur, monsieur qui m'accompagnait, il a mesuré, d'ailleurs, il m'a dit, il revenait de Palestine quelques mois avant, il m'a dit c'était exactement la même chose. Et pour pénétrer dans cette crypte, vous devez passer d'abord sur une pierre ronde en marbre qui a été cassée en deux, comme celle de la résurrection. Vous voyez que ça a une importance énorme, cet endroit précis de Bruges, en rapport avec la Palestine, donc un départ en croisade. Elle se trouve à l'extérieur de Bruges, personne ne se rend là-bas. Vous voyez la photo, hein. Personne ne se rend à cet endroit. Tout autour de Bruges, tout ce qui se trouve autour de Bruges, dans le fond, a parfois beaucoup plus d'intérêt que ce qui se trouve dans le centre. Dont ceci, qui est tout de même, je pense que c'est intéressant. Mais l'usine à Bruges, mais il faudrait vérifier.
principe, il devrait y arriver. Mais les chapiteaux, bien souvent, sont très hauts. Dans l'église Notre-Dame, on ne sait plus rien trouver, ça se trouve très haut, mais un jour, peut-être qu'on en rencontrera une. Hein. Il doit bien en avoir une quelque part. Mais ça, c'est un endroit assez exceptionnel. Où Mélusine s'est trouvée, bon, on ne sait rien. Vers le nord, en principe vers le nord, comme les Celtes. Hein, c'est par là qu'ils allaient à la fin de leur vie. A-t-elle fait d'autres ravages? Hyperborée. Hein? Oui, Hyperborée. Mais il faut calculer les constellations dans ces endroits. Il faudrait des constellations des églises de Bruges également. On ne travaillait jamais sans les constellations. Je terminerai pour vous dire qu'il y a les châteaux. Hein, parfois, on remarque qu'il y a des tours placées. Après, on se demande pourquoi l'architecte a placé ces tours-là. C'est pas difficile. Vous prenez les tours du château et vous verrez que ça correspond exactement aux constellations. Il n'y a pratiquement jamais d'exception. Oui, pas les châteaux à la Renaissance. Hein. Au niveau du Moyen-Âge. On ne peut pas se tromper. Je vous remercie pour votre bonne attention. Merci.